Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Nouvel Esprit Public, au cours duquel nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Akram Belkaïd, journaliste au Monde diplomatique, Béatrice Gibelin, directrice de la revue Hérodote et fondatrice de l'Institut français de géopolitique, Nicole Niesotto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, et Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin et président de la fondation Terra Nova. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Qui contrôle l'IA ?» Il est chapeauté ainsi: Paris accueille le sommet mondial sur l'intelligence artificielle sur fond de rivalités exacerbées dans le secteur. En jeu, la suprématie sur cette révolution technologique et ses usages. Dans le grand entretien, la politiste Asma Mralla dresse un tableau des grands enjeux géopolitiques suscités par l'IA, cette technologie qui a pris une place centrale dans la stratégie de puissance des États. Notre prochain enregistrement public à l'école alsacienne aura lieu dimanche prochain, le 16 février. Les inscriptions sont ouvertes sur notre site. Mercredi, nous mettrons d'ailleurs en ligne les échanges avec le public venu à l'école alsacienne. Toutes nos émissions font l'objet d'un compte-rendu analytique ou compendium auquel vous pouvez vous abonner gratuitement. Vous le recevrez dans votre boîte aux lettres de courriel chaque mercredi. Vos contributions, comme vous le savez, sont essentielles à la poursuite de nos activités. Elles sont défiscalisées à hauteur de 66%. Intéressons-nous maintenant aux élections partielles et posons-nous la question de savoir si une droite revient. La droite est ressortie le week-end dernier avec 3 bons résultats des élections partielles. Au municipal de Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne, Christelle Niasme, la candidate des Républicains, l'a remporté avec 49% des voix contre 38,75% pour l'insoumis Louis Boyard et 12,25% pour le maire sortant Philippe Gaudin. Un succès auquel s'est ajouté le même jour celui de la législative partielle à Boulogne-Billancourt, où la candidate LR Elisabeth Demestre est arrivée largement en tête au premier tour, éliminant la macroniste Lauriane Rossi, soutenue par Gabriel Attal, sans oublier l'élection de la LR Claire Pouzin comme maire à Francheville, dans le Rhône, des résultats qui s'additionnent aux 2 élections partielles qui se sont tenues dans les Ardennes en décembre et en Isère en janvier, et qui permettent d'observer un léger rebond du Parti des Républicains, qui le met en position de retrouver le goût de la victoire après des années de déboires électoraux et le départ de son ancien président Éric Ciotti, désormais alliés du Rassemblement national. Ils sont nombreux à droite à expliquer ce regain de forme électorale des Républicains par leur retour au premier plan et au gouvernement après la dissolution. Les LR ont retrouvé de l'oxygène grâce à leur retour aux responsabilités, confié récemment l'éphémère Premier ministre Michel Barnier, louant la crédibilité des ministres issus de LR. Laurent Wauquiez, lui, estime que la refondation de la droite avance et fait tout pour rappeler que la droite n'est pas soluble dans le macronisme, vis-à-vis duquel il demeure très offensif malgré le partage des responsabilités gouvernementales. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, va plus loin. La droite est vraiment de retour, se félicite-t-il sur X. Il assure que les premiers mois au gouvernement l'ont convaincu qu'il y avait un espace pour sa tendance politique, observant que sa cote de popularité mordait tant sur l'électorat macroniste que le péniste. Toutefois, les ressorts du vote d'une élection nationale sont rarement transposables à un scrutin local, martèlent les politologues. Il est délicat de se baser sur 2 municipales pour invoquer un regain de forme électorale nationale, font-ils valoir, et la droite dirigeait déjà les exécutifs sortants. Il n'y a pas de décalque mécanique des élections nationales vers les élections locales, et d'autant plus vers les élections municipales, souligne Bruno Cotresse, chercheur à Sciences Po et au CNRS. Sur cette question, Nicole Niesotto. Alors, vous vous souvenez sans doute, il y a 40 ans, le Parti socialiste avait osé, dans une campagne législative, avoir une affiche qui disait « Au secours, la droite revient ». 40 ans plus tard, on pourrait faire une affiche inverse en disant « Enfin,
la droite revient, tant on a peur de voir le débat politique français uniquement polarisé par les deux extrêmes que sont LFI et le Rassemblement national. Donc on est dans une situation complètement ubuesque, à mon avis, où deux petites élections partielles semblent avoir des conséquences en termes de renouveau politique absolument phénoménal. Pour autant, est-ce qu'on peut dire que la droite revient ? Moi, je crois surtout qu'elle revient d'un long cauchemar. Vous l'avez dit, Philippe, elle n'a pas arrêté depuis plus de 10 ans de subir des catastrophes électorales. François Fillon avait fait encore 20% au premier tour des présidentielles de 2017, mais après, Madame Pécresse, c'était, je crois, 4,78% en 22, et aux européennes, Monsieur Bellamy avait fait 7,25%. Et donc, on avait une déperdition totale de l'électorat, et ce n'est que par un miracle institutionnel que la droite a commencé à revenir il y a à peu près 3-4 mois avec la nomination d'un Premier ministre LR, Michel Barnier, et 10 ministres LR au premier gouvernement Barnier, alors qu'ils n'ont que 66 sièges. C'était vraiment totalement inespéré pour LR. Alors, la question maintenant, c'est est-ce que cette remontée due à des artifices électoralistes et institutionnels français, est-ce que cette remontée va se concrétiser chez les électeurs ? Et donc, c'est l'enjeu des deux élections partielles qu'on a eues, avec la première, la victoire d'une candidate LR contre M. Boyard au municipal de Villeneuve-Saint-Georges. Ce qui est étonnant d'ailleurs, parce que Boyard était député de la région, donc il avait une espèce d'aura, mais là, c'est là où on voit quand même qu'une partie du Front populaire, en particulier les socialistes, ont appris à être plus raisonnables. Mais et dans le deuxième cas, dans les élections législatives partielles, c'est un candidat LR contre un candidat Horizon et macroniste. Donc là, de toute façon, le résultat sera quand même à peu près acceptable. Mais est-ce que pour autant, donc, ce vote dans les deux élections partielles signifie un retour de la droite républicaine? Alors, on pourrait être tenté de dire oui, si on est très optimiste par rapport aux catastrophes précédentes, mais le problème, c'est qu'il y a pléthore de droite, et c'est là le vrai problème de la reconstitution d'une opposition, ou peut-être d'une droite de gouvernement, c'est qu'il y a pléthore de chefs, comme d'habitude, et vous en avez cité un certain nombre, Wauquiez, Retailleau, Xavier Bertrand, David Linard, sans parler de Édouard Philippe pour Horizon, sans parler peut-être de Michel Barnier, qui n'a pas forcément renoncé à des élections, à des ambitions présidentielles, sans parler d'une femme, là ça fait déjà 5 hommes, il faudra bien qu'il trouve une femme, et sans parler aussi de Dominique de Villepin, qui, d'une droite totalement différente, mais dit qu'il ne peut pas il ne peut pas se priver du débat national. Et donc on a plutôt pléthore de droite, pléthore de chefs, et moi ce qui me frappe, alors bien sûr, on peut trouver des nuances entre les uns et les autres. Xavier Bertrand plus social, Retailleau plus sur les valeurs, plus ferme sur l'immigration, Wauquiez plus libéral sur le plan économique. Mais moi, ce qui me frappe surtout, c'est l'absence totale de toutes ces droites confondues, sauf une, j'y reviendrai en conclusion, de toutes ces droites républicaines, l'absence totale de discours sur le monde et la France. C'est-à-dire, on a aujourd'hui une série de cyclones, de tremblements de terre géopolitiques qui arrivent sur le monde, y compris sur la France, où ce qui va être en cause, c'est peut-être la sécurité sociale, l'État-providence, le confort pacifique de l'Europe, etc. Et on a l'ensemble du débat politique, y compris la droite, qui devrait pourtant être plus armée pour penser le monde que LFI, qui se limite à des débats picrocolesques sur est-ce qu'on a 1 jour ou 2 jours de carence, quel est l'âge de la retraite, etc. Je trouve que c'est une irresponsabilité de cette droite absolument phénoménale de ne pas risquer un discours global sur l'état du monde et donc l'état de la France et donc le programme politique que la France devrait avoir. Le seul qui fait exception et qui a un discours effectivement
sur la globalité du monde et qui n'a pas de discours de politique intérieure, d'ailleurs, ou très peu, c'est Dominique de Villepin. Et c'est effectivement celui qui, a priori, a le moins de chances de représenter la droite républicaine aux prochaines élections. Donc oui, je crois qu'il y a un frémissement de la droite, mais c'est un frémissement par le bas. Il n'y a absolument pas, de la part de tous ces prétendants à l'incarnation d'une droite républicaine, une hauteur de vue que le moment attendrait. Akram Belkaïd. Oui, je suis assez d'accord sur la question du poids et de ce lest que constitue cette potentielle guerre des chefs. On le voit bien, puisque chacun se marque à la culotte et qu'on a un certain nombre de personnalités qui se détachent, avec effectivement Dominique de Villepin qui a comme handicap majeur le fait de ne pas disposer d'un parti ou d'une écurie politique qui pourrait le soutenir. Est-ce qu'il est lui-même intéressé par cela ? J'en suis pas certain, mais c'est vrai que effectivement dans le débat national, sa vision des choses, sa vision sur le conflit à Gaza, sa vision sur les relations qui doivent être établies entre l'Europe et l'Amérique de Trump, on n'entend pas ça ailleurs. L'international pour le moment, pour une partie de la droite, c'est les relations avec l'Algérie. Et donc, on est absolument sidéré par cette vacuité. La deuxième chose, pour moi, c'est la droite, oui, mais quelle droite ? Parce que j'ai l'impression que tout de même, cette droite qu'on disait républicaine, par certains côtés encore gaulliste, etc., si je mets de côté Dominique de Villepin, moi j'ai l'impression que cette droite-là a totalement disparu et qu'aujourd'hui on a une espèce, sans même s'en rendre compte, un peu comme, vous savez, cette image de l'eau, des grenouilles qui sont dans de l'eau et on augmente progressivement la température pour que ces batraciens ne s'en rendent pas compte. J'ai l'impression tout de même qu'on a une mutation de la droite française qui est allée chasser sur les terres du Rassemblement national, qui a de moins en moins de différence avec ce Rassemblement national dans le discours, dans le comportement. Il n'y a qu'à voir M. Retailleau. C'est-à-dire tout ce qu'il dit aujourd'hui, c'est quelque chose qui plaît aux électeurs du Rassemblement national et qui peut donc avoir une incidence sur l'électorat. Donc c'est une droite qui revient peut-être, mais c'est une droite qui a changé, c'est une droite qui s'est d'une certaine manière dénaturée, qui a perdu je dirais, par exemple, le périmètre de sécurité que des gens comme Chirac, par le passé, avaient établi avec le Rassemblement national. À l'époque, c'était le Front national. Ce périmètre-là de sécurité me semble avoir disparu. C'est une stratégie électorale. Je ne sais pas comment elle va déboucher. Je pense qu'elle inquiète aussi un peu les cadres du Rassemblement national parce que, là, pour le coup, ça a l'air de marcher, puisqu'on voit bien qu'il y a un frémissement par le bas, et puis ces scrutins, peut-être qu'une partie des gens qui ont voté RN vont revenir à la droite. Mais en tous les cas, c'est une droite qui aura changé, qui aura remis en cause, je dirais, son corpus idéologique, ne serait-ce que sur les questions d'immigration et de relations avec les pays du Sud. Béatrice Gibelin. Je souscris à ces deux premières interventions en précisant toutefois que ces élections partielles, on va prendre le cas de Villeneuve-Saint-Georges. C'est une ville de 35 000 habitants, c'est pour ça que LFI voulait en faire une emblème, parce que c'est sa stratégie d'implantation en 2026 pour conforter 2027. 35 000 habitants, 13 000 électeurs, ce qui donne déjà la composition démographique de cette ville. Ça veut dire que la proportion de jeunes élevée, c'est effectivement l'une des villes non seulement les plus pauvres, mais sans doute, avec quelques villes de la Seine-Saint-Denis, les plus jeunes de France. Donc ça fait beaucoup de gens qui ne votent pas encore. Et aussi beaucoup d'étrangers qui n'ont pas le droit de vote. Donc on se trouve avec 13 000 électeurs. Comme on a une abstention qui est à 50%, on tombe évidemment sur un nombre d'électeurs qui est très faible. J'ai fait le calcul, en fait, on arrive à 5300 électeurs. La moitié, puisque c'est à peu près ce qu'a eu la candidate LR, elle a été élue avec un peu plus de 2500 voix. Donc elle est à la tête d'une mairie avec 2500 voix sur un nombre d'habitants, et non d'électeurs, qui est de 35 000. Et Boyard, il a, lui, un tout petit peu moins. Bon, il fait 10 points de moins, mais comme on est sur des chiffres petits, ça fait quand même pas des différences énormes. Et quand il a été élu, effectivement, avec 61% aux législatives, on était dans la configuration
ne l'oublions pas, d'un nouveau front populaire contre le RN. Ça veut dire qu'il y a toute une série d'électeurs qui n'ont pas voté pour le programme de LFI, comme ils passent leur temps à nous le bassiner, mais qui ont voté pour empêcher le RN de pouvoir gagner des circonscriptions, ce qui était tout à fait différent. Alors, cette poussée du LR, elle doit beaucoup au rejet aussi des LFI. C'est-à-dire que ce qui s'est passé à Villeneuve-Saint-Georges, avec des tractations, le PS a demandé à ce qu'on retire effectivement un des membres de la liste qui avait prôné la résistance du Hamas. Mais en fait, d'entrée de jeu, Boyard avait déjà fait une liste où il n'y avait plus du tout de socialistes avant même qu'on en discute. Donc, en fait, c'est la stratégie du LFI qui est très en place. Donc, ce frémissement du LR, moi, je pense qu'il est à prendre en compte avec le rejet du macronisme, qui est très fort, avec effectivement une situation à gauche qui va vers la fracture et qui est peut-être déjà complètement fracturée, avant de se dire que c'est un réel frémissement. Et je suis tout à fait d'accord avec Akram, c'est prenant le discours du FN ou du RN, sur l'immigration et le débat hier sur un amendement proposé par le LR sur le droit du sol qu'on met en question en Mayotte, ce qui, ce matin, dans un édito de Patrick Cohen, représente des effectifs absolument dérisoires, vraiment très petits. Et dire qu'on a le droit du sol automatiquement en France, c'est faux. Nous ne sommes absolument pas sur la stratégie, c'est-à-dire sur la législation américaine, ce n'est pas du tout le cas en France. Il faudrait quand même un peu le rappeler. Et qu'a dit notre ministre de la Justice, qu'au fond, Mayotte, c'était un début et qu'on continuerait, qu'il faudrait voir ça pour le reste de la France. Donc, on est bien sur une stratégie qui est une stratégie toujours avec l'immigration en un et la sécurité, ce qui est quand même assez insupportable quand, si on veut bien regarder un peu raisonnablement les choses, mais sur l'immigration, on est incapable de la regarder de façon raisonnable. Et pour reprendre, puisque Nicole a évoqué cette affiche, moi je dirais, vous savez, c'est comme le Canada Dry, on aime plutôt l'original que la copie. Et je pense que le LR fait plutôt le jeu du RN dans une politique, dans une élection présidentielle, qu'il ne sert ses propres intérêts. Lionel Zinsou. Oui, alors moi je me demande si la question c'est est-ce que la droite revient ou est-ce que la gauche s'en va ? Ça me paraît plus inquiétant d'une certaine manière comme question, parce que vous dites que le macronisme, par exemple, lui, franchement, il s'en sort très mal, sauf que dans l'élection partielle législative à Grenoble, au fond, c'est quand même plutôt une victoire macroniste. Donc, il y a eu beaucoup d'éditoriaux qui, sur la base de quelques centaines de voix à Villeneuve-Saint-Georges, ont évoqué le fait qu'il n'y avait plus aucun héritage électoral du macronisme. C'était définitivement terminé parce qu'à Villeneuve-Saint-Georges, il ne s'était rien passé de significatif pour le macronisme. Bon, ça me paraît des spéculations peut-être un petit peu vagues, tandis que le rejet de LFI partout me paraît quand même singulier, mais le problème c'est que avec une majorité de voix à gauche à Villeneuve-Saint-Georges, on arrive à une élection à droite. Et si c'est la préfiguration des municipales de 2026, et donc la préparation en fait, du terrain électoral de 2027, ça veut dire que ce à quoi on est en train d'assister, le vrai frémissement, c'est que la gauche se divise et perd volontairement. Parce qu'à Villeneuve-Saint-Georges, quand vous additionnez les voix de l'ensemble du Front populaire, normalement, comme ça a été dit par beaucoup de responsables, y compris du LFI, c'était imperdable. Et donc, on est dans une situation tant à Grenoble qu'à Villeneuve-Saint-Georges, où c'est imperdable, sauf que c'est perdu, parce que la fracture et l'affaiblissement de LFI, et donc ce que ça importe, ce que ça crée comme perspective d'échec de la gauche
dès 2026 me paraît quand même très préoccupant, parce que LFI est dans une position extrêmement agressive. Ce qui était frappant, c'est qu'il n'était pas très difficile de trouver un compromis à Villeneuve-Saint-Georges entre les diverses forces. Il était relativement simple d'obtenir quand même une fusion de listes. Mais ça supposait de ne pas être agressif sur les sujets liés au communautarisme. C'est lié au soutien au Hamas. Donc toute une conception électorale, une stratégie qui a l'air d'être fondamentale et qu'on ne peut pas modifier chez LFI. Et donc on a eu une espèce d'échec volontaire, alors que l'arithmétique voulait dire qu'on allait gagner comme législative. Mais rappelez-vous qu'il y a une menace sur toutes les grandes mairies qui ont été gagnées et par les écologistes et par les socialistes, où LFI a annoncé qu'ils allaient en fait généraliser, faire un principe de ce qui s'est passé à Villeneuve-Saint-Georges. Et si c'est cela, on voit bien que quand c'est imperdable, quand la sociologie est extrêmement claire, on est tout à fait capable de perdre énormément de terrain dans les grandes municipalités, mais ça va de Lyon à Bordeaux, à Rennes, etc., à Montpellier, où manifestement, il n'y a aucune inflexion. LFI est en train de détruire les chances, en fait, évidemment dans les municipales, mais surtout d'avoir un terrain prêt pour 2027. Et vous avez observé quand même qu'il n'y avait pas du tout de discipline chez les électeurs, parce qu'à Villeneuve-Saint-Georges, ce n'était pas très difficile de créer un mouvement entre premier tour et deuxième tour, passer un peu au-dessus de 40% de participation. Et il n'y a eu absolument aucun mouvement à cet égard. Donc, manifestement, on est devant un déclin de LFI, mais un déclin qu'ils assument, puisqu'ils n'en tirent aucune, leçon de compromis. Et ça, c'est un échec de 2027 qui se prépare. C'est ça le frémissement qui m'inquiète le plus. Béatrice Gibel. Écoutez, moi, j'aurais tendance à me réjouir que LFI ait une stratégie qui l'amène dans le mur. Comme vous l'avez dit, Lionel, on n'est pas propriétaire des voix de ses électeurs. Et ça prouve une fois encore que la sociologie d'un électorat ne donne pas forcément le résultat qu'on attend. Parce qu'à ce moment-là, la gauche aurait été au pouvoir extrêmement longtemps, quand elle était dans les années, on va dire, 50, 60, et ce n'était pas le cas. Et ça veut dire que les ouvriers votent à gauche systématiquement. C'est une sottise, parce qu'il y a des tas d'endroits où les ouvriers ne votent pas à gauche. C'est comme la stratégie d'LFI de mettre la main sur un communautarisme musulman en essentialisant les musulmans en disant ils doivent nécessairement voter pour nous. C'est peut-être vrai pour une petite partie d'entre eux, mais cette façon de mépriser cet électorat est absolument insupportable. En revanche, là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est-à-dire que l'implantation correcte, ancienne, avec un travail de terrain, ce qu'a fait la maire actuelle maintenant de Villeneuve-Saint-Georges, elle a beaucoup travaillé entre le moment où ils ont gagné cette mairie, qui a été très longtemps de gauche, c'est vrai, c'était une ville cheminote, Villeneuve-Saint-Georges, et maintenant, elle a fait un vrai travail qui était très important. LFI ne bosse pas. LFI ne fait aucun travail dans ces municipales. C'est pas ça qu'attendent les gens. Alors, parce que Boyard, il a quoi ? Il a 23 ans, 24 ans. C'est pas quelqu'un qui est sur le terrain à faire le travail. Or, les gens, ils ont des questions très précises à demander. Ils demandent des solutions à leurs problèmes. Ce que LFI est incapable de faire. Et je pense que dans les grandes villes, fortement implantées, on risque d'avoir des surprises avec toutes les villes gagnées par les écolos. C'est Bordeaux, c'est Strasbourg, c'est Poitiers, c'est Lyon. Ça, on va avoir des surprises. Mais je pense que les vraies implantations au niveau local pèsent très, très lourd. Ce que n'ont pas les macronistes. Ils n'ont aucune implantation forte locale, comme ne l'a pas le LFI.
Les colonisateurs. Oui, juste pour renforcer ce que vient de dire Béatrice Gibelin, je trouve que c'est une bonne chose si la gauche se divise au détriment de LFI. Si ça peut permettre à une gauche républicaine, aujourd'hui incarnée par le PS et peut-être les écolos, de redevenir une alternative sérieuse en matière de responsabilité politique, je trouve que c'est une très bonne chose. D'ailleurs, on a l'impression que le PS suit exactement le chemin inverse de celui de LR. LR colle au RN et risque de disparaître. Le PS se détache de LFI et risque de se renforcer. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle, d'autant que les municipales de l'année prochaine, c'est quand même un terrain où le PS est fort. À la différence de LFI qui n'a pratiquement aucune ville, puisqu'ils étaient pratiquement inexistants à l'époque, le PS a de vraies implantations dans les municipales, y compris dans les grandes, et donc on peut penser qu'il n'aura moins besoin de LFI pour gagner ces élections qu'il ne l'en avait besoin pour gagner les législatives de juin dernier. Akram Belkaïd. Je pense que à l'avenir, dans quelques années, quand les historiens se pencheront sur notre séquence, ils verront à quel point la séquence et cette guerre qui ensanglante le Proche-Orient depuis 18 mois a miné et façonné la politique intérieure française. Moi, je m'inscris en faux contre le fait que ce serait le PS qui serait le plus raisonnable par rapport à LFI. Je pense à l'inverse, que sur la question de Gaza, le LFI a adopté les positions qui étaient celles qu'il fallait adopter et que c'est ça qui pose problème au PS. Quant au supposé communautarisme, parlons-en. Qui a fait pendant des années de la drague ouverte aux gens des banlieues, SOS Racisme, les péripéties avec le rap, qui a nommé quelques ministres issus de la diversité en disant « mais voilà, ça y est, je vous ai mis Rachida Dati, je vous ai mis Azouz Begag, etc. Donc voilà, on ouvre, on fait mieux que les Américains. » Donc cette histoire de communautarisme, c'est très intéressant. On peut bien entendu regarder cette accusation, mais de grâce, ne la faisons pas démarrer avec LFI. Regardons quel a été le comportement et quel est encore le comportement de toute la classe politique française à l'égard des gens des cités, à l'égard des gens qui sortent des communautés immigrées. Le communautarisme, tout le monde l'a en tête. Quand Retailleau reçoit les imams, les représentants de l'islam en France, c'est exactement la même chose. C'est une volonté de la droite de façonner l'islam et donc c'est d'une certaine manière, l'islam de France s'entend, c'est une certaine manière de vouloir communautariser les choses. Donc moi, je sais pas. Alors je suis pas un spécialiste des stratégies électorales. Je vois venir 2026 comme étant peut-être effectivement un Big Bang dans de grandes villes intermédiaires, mais sur le terrain, pour être journaliste et être sur le terrain, moi, ce que j'ai constaté effectivement, c'est que dans certaines villes, les quartiers nord à Marseille, Grenoble, etc. et tout, moi j'ai plus vu des gens de LFI que des gens du PS ou que des gens de LR. Il y a des quartiers où certains partis français ne vont absolument plus en disant de toutes les façons c'est perdu. C'est d'une certaine manière, dire ça c'est aussi du communautarisme, c'est-à-dire c'est rejeter ces électeurs en se disant ils n'ont aucun intérêt pour nous. Donc 2026, oui là pour le coup je suis d'accord, ça va être quelque chose de très très intéressant à suivre. Sur cette constatation commune, je vous propose que nous passions à notre deuxième sujet, celui du Rwanda et de la République démocratique du Congo, pour essayer de savoir de quoi il s'agit dans leur conflit. Depuis qu'en novembre 2021, la rébellion du mouvement du 23 mars, dit M23, soutenue par le Rwanda, a relancé des affrontements contre la République démocratique du Congo dans l'est de ce pays. Près d'1,5 million de personnes se sont réfugiées aux abords de Goma, où vivent déjà 1 million d'habitants. Le M23 est un mouvement armé composé initialement de miliciens de la communauté Banyamulenge de Tutsis congolais, intégrés dans l'armée congolaise par l'accord du 23 mars 2009. Ils se sont mutinés en 2012 et ont créé ce mouvement rebelle qui porte le nom de la date de leur incorporation dans l'armée. La prise de Goma, le 27 janvier, fait courir le risque d'un désastre humanitaire d'une immense ampleur dans une zone marquée par des décennies de conflits. Ça n'est pas la première fois que la capitale de la province du Nord Kivu tombe aux mains du groupe armé hostile au gouvernement de la RDC, tandis que le Rwanda reprend son soutien à la rébellion.
Son armée a continué d'apporter un soutien systématique au M23 et de contrôler de facto ses opérations, dénonce un 6e rapport des Nations Unies publié début janvier 2025. Il lui fournit des armes sophistiquées, missiles, drones, véhicules blindés, tandis que 4000 soldats rwandais sont actuellement présents dans le Kivu. Paris et Washington ont condamné l'offensive du M23, tandis que Londres s'est dit fortement préoccupé et a appelé à la désescalade. Quant au Conseil de sécurité de l'ONU, s'il a dénoncé le mépris éhonté de la souveraineté de la RDC, il s'est contenté de réclamer le retrait des forces extérieures sans les nommer explicitement. Car aux yeux des Occidentaux, le Rwanda, le pays des 1000 collines, est l'incarnation d'une success story, la vitrine d'une aide au développement qui fonctionne. En face, la République démocratique du Congo, grevée par des conflits depuis plusieurs décennies, gangrenée par la corruption et dotée d'une armée indisciplinée et prédatrice, fait figure de repoussoir pour certains. Quant aux États-Unis, l'Afrique n'est pas actuellement une priorité de l'administration Trump. Le conflit a pour toile de fond le génocide des Tutsis de 1994, que les Occidentaux n'ont à l'époque pas su empêcher, et la manne minière de la région, grande comme 4 fois la France, la RDC abrite 60 à 80% des réserves mondiales de coltan, un minerai indispensable à la fabrication des smartphones. Le 29 janvier, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a promis une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs parrains, affirmant vouloir reconquérir chaque parcelle du territoire. Pendant que Kinshasa exige comme préalable le retrait du M23 de toutes les positions qu'il occupe, Kigali réclame l'ouverture de négociations directes avec les rebelles. Or, pour le président Tshisekedi, discuter avec ces terroristes, puisqu'il les considère ainsi, est la ligne rouge à ne pas franchir. Du train où vont les choses, une régionalisation du conflit est à craindre. Sur cette question, Lionel Zinsou. Écoutez, merci d'avoir mis à notre conversation d'aujourd'hui une tragédie, qui est une tragédie séculaire, une tragédie en plein développement, parce qu'une ville est tombée, Goma, une autre va tomber très vite, Bukavu, tout ça, ce sont des très grandes villes. Alors, où sommes-nous ? Nous sommes à la frontière orientale, à l'est du plus grand pays d'Afrique, la République démocratique du Congo. Et il y a 3 provinces du nord-est qui sont impliquées. Il y a celle du nord Kivu, sur les bords du lac Kivu. Et ce lac est la frontière entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Capitale Goma, c'est cela qui vient de passer sous contrôle des, entre guillemets, terroristes du M23 et des troupes rwandaises. Mais au nord du Nord Kivu, il y a l'Ituri, qui, elle, déstabilisée par des terroristes anti-ougandais, puisque là, on est à quelques kilomètres de la frontière de l'Ouganda et du lac Albert. Tout ça, c'est la région des Grands Lacs. C'est pour ça qu'il y a tous ces lacs. Et vous avez le Sud Kivu, qui, lui, fait frontière encore avec le Rwanda et un peu avec le Burundi. Et cette partie-là a pour capitale Bukavu, qui est une ville encore plus importante que Goma, et qui va probablement tomber également. Bon. Et ça, c'est la région la plus riche en matière de ressources minières absolument critiques. Tout l'est du Congo, puisque c'est un coffre-fort minéral, ce pays. Vous allez, si vous continuiez à descendre le long, cette fois-ci, du lac Tanganyika à l'est, mais au sud-est cette fois-ci, vous auriez le Katanga. Et là, vous auriez les ressources massives de cuivre. Mais vous avez à peu près tout, quoi. Vous avez le coltan, que vous avez cité, Philippe, mais vous avez également l'or, le diamant, notamment au nord à l'Ituri, etc. Enfin, vous avez toutes les richesses possibles qui compliquent énormément cette tragédie qui est d'abord humaine, qui est d'abord ethnique, mais qui devient très très vite, avec des enjeux considérables, également économiques. Bon. Donc c'est là où on est, dans une région
écoutez, qui est probablement la plus pauvre, la plus terrible, la plus tragique au monde. Moi, j'étais, il n'y a pas très longtemps, au lac Albert, donc je regardais la RDC, de l'autre côté, l'Ituri. J'étais en Ouganda. Je crois que je n'ai jamais rien vu en Afrique de plus dur, de plus délaissé, de plus loin de tout que cette région du monde. C'est vraiment très impressionnant, en absence d'infrastructures. Vous avez fait allusion à Trump. Il y a une dimension humanitaire au-delà même du conflit, mais aussi sanitaire dans cette région. Trump a gelé toute l'aide publique. C'est une des régions au monde qui a le plus besoin d'aide humanitaire. Et quand vous regardez partout dans cette région la présence des Nations Unies, et pas simplement des casques bleus, mais aussi des organisations de réfugiés, on en a besoin à un point incroyable. Sinon, on va avoir des centaines de milliers de victimes de plus en quelques années. Et en quittant l'OMS, on est probablement dans le foyer de pandémie le plus grave au monde, le plus dangereux au monde, totalement déstructuré par des déplacements de population dans toutes les directions, dans un niveau de pauvreté, d'absence de sanitaire considérable. C'est de là qu'est parti le VIH, c'est de là qu'est parti le Mpox, le retour de la variole. Et vous avez un risque de choléra absolument permanent qui était dénoncé ces derniers mois dans cette région. Le fait de supprimer les ressources, une partie importante des ressources de l'OMS, c'est criminel dans cette situation. Bon, et même chose sur les sujets d'alimentation, de nutrition, il y a énormément de réfugiés. C'est quand même en 30 ans de guerre successive pour cette petite région du monde, mais qui est la pire, franchement, on a quand même eu probablement 6 millions de morts. Donc, si vous voulez, c'est incommensurable. Et c'est pas très présent, franchement, ni dans la mémoire, ni dans la conscience du monde. Et donc, c'est très important qu'aujourd'hui, on commence à en parler. Alors, évidemment, il n'y a pas de jugement manichéen très simple. C'est-à-dire, la RDC peut dire qu'elle est envahie par le Rwanda, au sens où le M23 est équipé, financé et accompagné par le Rwanda, qui détient manifestement la force militaire la plus efficace de toute l'Afrique. Ça a été mesuré ailleurs, et d'ailleurs la communauté internationale en est tout à fait reconnaissante, parce qu'il y a eu une pacification du Mozambique par les troupes rwandaises sur financement européen, tout à fait public, et il y a moins public la pacification de la Centrafrique, assez proche, très très proche de l'est du Congo, par non pas Wagner, qui est un fantasme essentiellement européen quant au fait qu'il aurait une capacité militaire très forte. Elle a été tout à fait contredite au Mozambique et en Centrafrique. En Centrafrique, c'est aussi le Rwanda. Donc, ils ont évidemment une efficacité parfaite. Et il faut admettre qu'ils sont assez exempts de corruption et d'une volonté, d'une détermination très très forte, nourrie par, malgré tout, un génocide de 800 000 morts, et qu'on est en train de rejouer dans l'est du Congo une scène génocidaire, parce que la raison pour laquelle le Rwanda entre dans la RDC, c'est pas juste le plaisir de violenter la souveraineté de la RDC, ce n'est pas uniquement parce que ça permet d'avoir quelques recettes budgétaires supplémentaires sur les quelques minerais, c'est pas du tout la question. La question, c'est que les génocidaires ont franchi la frontière après 1994, à la fin du génocide, vers la RDC, où ils sont soutenus par les régimes successifs, y compris le régime actuel de la RDC. Et donc, la guerre contre les Tutsis, et notamment, il y a des
Tutsis, cette ethnie qui était la victime au Rwanda, qui sont présents en RDC aussi. Et donc, le génocide continue. C'est ça la perception du Rwanda. Et donc, le Rwanda traverse la frontière pour arrêter cette espèce d'expansion du génocide qui n'est pas terminée. C'est ça. Et donc, c'est très difficile de trouver quelle est la bonne légitimité entre des droits humains fondamentaux et de l'autre côté la souveraineté des États. Donc il n'y a pas de solution morale ou diplomatique, de droit international vraiment simple. Donc ça va continuer cette guerre si la communauté internationale n'est pas extrêmement vigoureuse. Or, elle est effondrée. Béatrice Gibelin. Je reprendrai comme Lionel, il n'y a pas de bon et de méchant pour une lecture manichéenne de cette situation, qui est effectivement une situation qui a maintenant plus que 30 ans, en fait. Elle est très, très ancienne. Oui, vous avez très bien fait de resituer dans cette région des Grands Lacs. Moi, j'y ajouterais, le Kivu, c'est 320 000 km². Et c'est 20 millions d'habitants, de façon à ce qu'on ait un peu une idée des ordres de grandeur, avec une croissance démographique réelle, malgré tout ce qu'on a dans cette tragédie. Le nombre de morts, de femmes, d'enfants, de vieillards, très, très important. Il y a une caractéristique dont vous n'avez pas parlé, c'est la question des enjeux fonciers. Ce sont des hautes terres, puisqu'on est sur des terres volcaniques ou des horsts, les deux. Et donc, ce sont des terres qui sont au-dessus de la Mushotse, qui permettent effectivement un élevage et des conditions de vie qui, dans un milieu équatorial, sont bien meilleures, parce qu'elles... Par l'altitude, les choses sont bien plus favorables. Le Rwanda, c'est, si je ne me trompe pas, 575 habitants kilomètre carré. Ce qui est en milieu rural en Afrique quelque chose d'absolument colossal. Une exception radicale. Une exception radicale. C'est un continent vide, sauf dans cette pourquoi partie-là. Justement, parce qu'il y a ces caractéristiques-là qui sont aussi à prendre en compte. Mais le Kivu, c'est aussi des hautes terres. Donc, le problème du foncier et du déplacement de population du Rwanda vers le Kivu, qui était moins densément peuplé, se passe depuis très longtemps. Et à partir des années 50, il a été plus important. Alors, ce sont les Banyarwanda, qui sont effectivement des Tutsis, mais qui pouvaient aussi être des Hutus, c'était pas que des Tutsis. Et dans un premier temps, les choses ne se sont pas si mal passées que ça. Mais c'est vrai que les conflits fonciers, avec les chefs locaux qui ont vu leurs terres de plus en plus occupées, ont créé une tension. Donc c'est un premier facteur qui est, je crois, très important. Le million de Hutus qui est passé après le génocide a été évidemment, on évalue à peu près à 1 million ce qui est passé. Ils ne sont pas restés exactement là parce qu'ils ont fui aussi un peu plus loin dans la forêt, mais ça a été un point extrêmement essentiel. Donc cette zone du Kivu est en fait une zone, un vase d'expansion pour une partie de la population du Rwanda et continue à l'être. Et ça, je pense que c'est un problème important. La deuxième chose qui me semble dans la complexité de ce conflit endémique qui est, à mon avis, très multifactoriel, la deuxième, c'est bien évidemment cette proximité des Grands Lacs. Et c'est vrai qu'on a dans ce qu'on appelle un rift, dans cette faille-là qui est importante, ce qui explique d'ailleurs qu'il y ait aussi autant de richesses minières à proximité, comme vous l'avez parfaitement rappelé, va susciter des convoitises depuis très très longtemps. Convoitises externes, bien sûr. Les Canadiens ont été présents, ils ne le sont plus, ils ont abandonné. Et en fait, il n'y a plus de très grosses entreprises étrangères, sauf la Chine, qui investit énormément dans ce coin-là. Mais on a, pour une population en très grande difficulté, ces mines représentent, même si on est très mal payé, $1 ou $2 par jour,
petit plus qui permet quand même d'avoir quelques revenus. Ce qu'on appelle les creuseurs, c'est-à-dire des hommes jeunes qui sont capables de s'enfiler dans les filons miniers. Il y avait un article dans Le Monde il y a quelques jours qui rappelait ça, qui très, très nombreux, avec un taux de mortalité bien sûr qui est très élevé, mais c'est une donnée essentielle. Et puis il y a l'enjeu international, et j'en terminerai là, parce qu'effectivement, ces terres rares sont absolument essentielles dans non seulement les téléphones portables, mais aussi toute la nouvelle économie numérique qui en a besoin, les batteries, par exemple. Bon. Donc, le lithium, le coltan, qui en fait est Colombo et titane, qui sont deux éléments à utiliser et qui sont exploités par cette main-d'œuvre extrêmement maltraitée, je dirais, transporté beaucoup au Rwanda par un système de petits avions et mis en œuvre au Rwanda pour après ça partir sur un marché international. Donc on a des niveaux d'analyse international jusqu'au local sur une situation extrêmement compliquée dans un État, la RDC, qu'on peut considérer comme un État failli. Akram Belkaïd. Oui, à la fin des années 90, on avait eu quelques titres de presse à propos de la RDC où on avait utilisé l'expression « guerre mondiale africaine ». Parce qu'il y avait eu l'intervention de plusieurs pays. Je rappelle que l'armée zimbabwéenne était intervenue, les Sud-Africains étaient présents, etc. Et donc, effectivement, c'est un problème qui vient de loin, qui tient à ce que la RDC n'a jamais été un État au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'il y a eu une dictature qui ne s'est pas occupée de mettre en place des institutions, avec cette contradiction que la RDC, comme on le dit souvent, on le rappelle, c'est l'expression consacrée, le scandale géologique de par ses richesses. Et effectivement, on a parlé du M23, qui est assez actif, armé par le Rwanda, même si Kigali, de temps à autre, dément, mais c'est prouvé, les Nations Unies l'ont dit. Mais il faut savoir qu'il y a à peu près une vingtaine de groupes armés dans la région, avec chacun, pour chaque groupe armé, ses objectifs, sa clientèle, ses systèmes de redistribution. Il y a des armes partout. Et donc, on a là aussi une situation qui complique la donne, je dirais, diplomatique. Et il y a, effectivement, les grandes multinationales se sont retirées, mais il y a un nombre incroyable, au-delà des Chinois, il y a un nombre incroyable de petites sociétés minières, parfois localisées dans des paradis fiscaux, qui disposent elles-mêmes de leurs milices ou de leurs agences de sécurité. Et là aussi, on est à mi-chemin entre, je dirais, l'exploitation illégale et le banditisme aux dépens de la RDC. Donc ça, c'est une situation où on pourrait penser que mettre les acteurs autour de la table suffirait à ramener la paix, mais c'est très difficile parce qu'ils sont très nombreux et chacun a ses objectifs. Et un mot pour terminer sur le Rwanda, qui est un pays effectivement assez fascinant, en tout cas, enfin, c'est un régime assez fascinant. Paul Kagame, le président du Rwanda, a toujours fait la guerre. Enfin, c'est quelqu'un qui, très jeune, a porté l'uniforme. Il a combattu d'abord en Ouganda, puis ensuite il a combattu contre le gouvernement rwandais de l'époque, Hutu. Et donc il a façonné une armée un peu à son image. Il faut voir le personnage qui est assez sec, qui est assez austère, etc. et tout. Mais on a aussi la position de la communauté internationale qui est très très ambiguë à l'égard du Rwanda, parce que on a la culpabilité générale par rapport au génocide, mais et aussi, aujourd'hui, on est dans un monde où on a un président américain qui peut dire qu'il peut prendre le contrôle de tel ou tel territoire. Pourquoi le Rwanda se gênerait ? Donc, effectivement, il y a cette incapacité à rappeler le Rwanda à l'ordre. On voit bien, par exemple, les propos de Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. Il est toujours très prudent quand il tense, entre guillemets, le Rwanda. Il fait très attention parce que il y a encore le passé qui façonne la manière dont on appréhende les relations avec ce pays. Nicole Niesotto. Oui, alors pratiquement tout a été dit, mais moi je pense que dans cette complexité que vous avez tous parfaitement analysée, on peut quand même avoir quelques idées simples. Ma première idée simple, c'est qu'en l'occurrence, depuis les événements de ces 2 derniers mois, c'est le Rwanda qui est l'agresseur.
même s'il dément. Il y a 4000 soldats rwandais qui aident le mouvement du 23 mars. Et ça n'est pas la première fois, c'est même la troisième guerre entre le Rwanda et le RDC. Et on peut assez clairement voir les trois objectifs de Kagame. Premièrement, c'est effectivement empêcher le retour des Hutus soutenus par la RDC. Mais enfin, depuis le temps, je crois qu'ils ne sont pas aussi nombreux ni aussi puissants que cela. Deuxièmement, c'est agrandir le territoire. Il y a un complexe colonial, enfin, anticolonial. Kagame a dit récemment que les frontières héritées de la fin de la colonisation étaient à revoir. Et troisièmement, s'emparer effectivement des richesses minières qui sont à sa frontière, alors que le Rwanda lui-même n'est pas si riche que ça. Donc ça, je crois qu'il y a un agresseur. C'est la première idée simple que je voudrais vous soumettre. La deuxième idée simple, c'est que la communauté internationale est éminemment responsable. Alors, Akram a commencé à en parler, mais il y a une indulgence coupable de la communauté internationale vis-à-vis du Rwanda, parce que le Rwanda est un pays victime d'un génocide effroyable en 1994, 800 000 morts, et que le fait d'avoir été un pays victime, finalement, donne tous les droits, ou en tout cas rend très difficile la critique maintenant de ce gouvernement. Kagame est le chouchou des Occidentaux. Il fait beaucoup de choses d'ailleurs pour acheter leur complaisance, mais ça fait quand même 10 ans qu'on ferme les yeux sur les agissements du Rwanda contre la RDC. Je ne dis pas que la RDC est un pays démocratique et sympathique, mais il y a vraiment c'est pas une cécité, c'est volontairement une impossibilité d'accuser le Rwanda, d'abord parce qu'on en a besoin. L'Union européenne vient de signer un partenariat en juillet 2024 sur l'exploitation minière au Rwanda en échange d'un financement par l'Union européenne de l'armée rwandaise, qui ont déjà obtenu en 2 fois 40 millions d'euros. Deuxièmement, parce qu'on ne veut pas que la Chine profite de la situation pour s'approprier ses richesses. Troisièmement, parce que le Rwanda a un certain succès économique et que ça permet de dire que l'Afrique n'est pas totalement le continent à la dérive de la mondialisation. Et quatrièmement, parce que Kagame est effectivement très habile dans les opérations qu'il peut faire au nom des Nations Unies. Mais donc, moi, je pense que l'idée simple qu'il faut retenir, c'est que si on n'accuse pas nommément le Rwanda, et en particulier le président Kagame, on n'aura aucune solution possible dans ce conflit. Et Lionel a dit tout à fait les choses. Ces deux pays, ce qui est atroce, c'est que ces deux pays partagent des siècles d'atrocités et qu'ils en rajoutent les uns sur les autres. Lionel Zinsou ? Oui, je crains que ces idées simples, en fait, n'arrivent pas à simplifier la situation, si vous voulez. Parce que la communauté internationale, c'est pas simplement l'Occident ou l'Occident en face de la Chine, c'est aussi l'Afrique qui n'y arrive pas. Parce que vous avez 3 interventions. Vous avez la plus neutre et peut-être la plus positive, celle de l'Angola, qui essaye de mettre autour de la table tout le monde, mais qui demande à la RDC de parler avec le M23, ce qu'elle refuse. Mais on était allé assez loin jusqu'à novembre dernier vers des solutions, des cessez-le-feu, etc. Bon. Ça, c'est l'Angola. Mais vous avez les pays d'Afrique de l'Est, autour du Kenya, depuis Nairobi, qui sont inconditionnels du Rwanda, disons-le. Et vous avez ce qu'on appelle la SADC, ça c'est l'ensemble des pays de l'Afrique australe, autour de l'Afrique du Sud, laquelle a quand même plusieurs milliers de combattants, avec le Botswana, le Zimbabwe, etc., à Goma, c'est-à-dire à côté de l'aéroport, et qui sont en fait pris au piège à côté des casques bleus, qui eux incarne effectivement les Nations Unies, donc c'est pas simplement l'Union africaine. Donc l'Union africaine est divisée en 3 initiatives totalement, si vous voulez, non compatibles. Et alors, le gros des troupes sont des casques bleus sont uruguayens, si vous voulez. Et ils sont également, ce que vient de dire la responsable de la MONUSCO, de cette présence des casques bleus, on est pris au piège, parce qu'il se trouve que le M23 et l'armée rwandaise sont
très supérieur, en fait, à tous les moyens, y compris de l'Afrique du Sud, qui vient d'avoir de nombreux morts dans la prise de Goma. Donc, si vous voulez, l'Afrique n'y arrive absolument pas, elle est complètement divisée, et la communauté internationale au-dessus, et le fait de dire « vous êtes l'agresseur », on va jamais arriver à se mettre d'accord sur qui est l'agresseur. Quand vous avez 1 million de Hutus, dont 100 000 génocidaires qui ont traversé la frontière, effectivement, le Rwanda victime, malgré tout, s'impose à beaucoup. Donc, il n'y a pas de simplification possible. Et juste sur l'état failli du RDC, la RDC est un pays qui n'est pas intégré en lui-même. Vous ne pouvez pas acheminer, parce qu'il n'y a pas de route, des contingents de l'armée congolaise pour se rapprocher de Goma. C'est impossible de l'atteindre. Et vous ne pouvez pas sortir les produits, par exemple le coltan, autrement que par le Rwanda, parce que ce n'est pas possible d'aller de l'autre côté. Il n'y a pas de route. C'est un pays qui est failli parce qu'il n'a jamais été. Il n'est pas intégré sur lui-même. Nous sommes arrivés à notre dernière séquence, la séquence des brèves, que j'ouvrirai en rappelant que dans quelques mois, les Français éliront leur maire. Enfin, les Français, mais pas les Lyonnais, pas les Marseillais, et pas les Parisiens. Parce que la loi PLM, acronyme fabriqué à partir de la première lettre du nom de leur ville, leur en enlève le droit. Elle les met dans une situation d'exception dont on ne saurait dire qu'elle fait honneur à la démocratie, puisque dans ces 3 villes, le maire n'est pas élu par les citoyens au suffrage universel direct, mais par un collège issu des conseils d'arrondissement. Selon une étude de Bernard Deleuze, professeur de droit public et chercheur au CNRS, je cite, « Vu le découpage actuel des 3 plus grandes villes françaises, il faut 53% des voix pour remporter le siège de premier magistrat à Paris, 52% à Lyon et à Marseille, le seuil de renversement est à 53%. Il y a donc en France 2 146 587 citoyens qui sont placés hors du droit électoral commun, pour ne pas dire dans un droit électoral d'exception. On peut remarquer que cette situation est comparable terme à terme à celle qui nous indigna si fort lorsqu'aux États-Unis, Al Gore, majoritaire en suffrage exprimé, fut battu par le regrettable George Bush Jr., majoritaire en grand délégué, qu'elle se répéta en 2016 en faveur du non moins regrettable Donald Trump. Certes, nous ne craignons pas que la loi PLM produise des catastrophes aussi planétaires, mais du simple point de vue de l'équité et de la démocratie, pourquoi faudrait-il qu'il y ait indignation au-delà de l'Atlantique et résignation en deçà ? Le Premier ministre a annoncé qu'il soutiendrait l'abrogation de la loi PLM. Voyons s'il tient parole. Béatrice Gibelin. Ben moi, je vais vous parler d'un livre que je trouve extrêmement sympathique à lire et très utile. C'est Marine Le Pen présidente, la dystopie politique 2026-2029, qui est écrit par 3 auteurs. Thierry Pech, qui est à Terra Nova, Hakim El Karoui et Guillaume Anzo. C'est un livre très utile parce qu'il suppose donc que Marine Le Pen est arrivée au pouvoir en 2027 et c'est au fond les 2 premières années à peine de son exercice du pouvoir. Et ils ont très bien étudié les programmes du Rassemblement national. Ils ont étudié beaucoup de leurs déclarations. Et à partir de cela, ils montent un scénario. Je pense, sur le champ de l'économie, c'est tout assez crédible. D'autres sont plus ou moins contestables. Mais sur le champ de l'économie et sur celui de l'immigration, c'est extrêmement intéressant de voir les projections qu'ils sont capables de faire. Et la fin est, je dirais, savoureuse. Lionel Zinsou. Ici, c'est un best-seller, c'est ça la bonne nouvelle. Ils sont en rupture. Ah bon ? Oui. Formidable. Alors, moi, je conseillerais volontiers d'aller sur Internet, consulter le rapport du Haut Conseil à l'égalité homme-femme de janvier, qui, sur la polarisation et le développement, en fait, du sexisme, enfin, l'état du sexisme. La bonne nouvelle dans ce rapport, c'est que les Français ont plein d'idées et très consensuelles sur comment lutter contre le sexisme. Ça, c'est vraiment 100% des gens pensent qu'en matière éducative et autres, on peut faire d'immenses progrès, etc. Mais en revanche,
sur, factuellement, les violences sexuelles, le développement du sexisme, la libération d'une parole sexiste, anti-féministe, avec ce néologisme du masculinisme qui n'a rien à voir avec le féminisme, qui n'est pas du tout le symétrique. Là, pour le coup, c'est plus inquiétant. Et alors, moi, ce qui m'a frappé le plus, j'ai 3 filles. Elles m'ont dit, mais découvre quand même pas tout ça. Alors, elles m'ont envoyé sur Hémoclite, sur Internet, où Emma a développé le thème en bande dessinée. Vous avez plusieurs bandes dessinées, 4. Emma sur la charge mentale. Et je me suis aperçu que j'ignorais ce que c'était que la charge mentale. Et que pourtant, ça faisait best-seller depuis 2017. Et qu'en dehors de lire les rapports du Haut Conseil, il faut lire des BD d'Emma, si vous voulez, pour savoir ce que c'est que être un homme aujourd'hui. C'est bien. Et donc, voilà, je renvoie aussi à Hémaclite, la charge mentale. Nicole Niesotto. Un autre regard. Comme quoi on progresse toujours dans la vie, bravo. Oui, c'est tardif, je reconnais. Moi, je voulais vous faire une brève jubilatoire dans l'état de sinistrose mondiale dans lequel on va rentrer. C'est de vous inciter à lire le dernier opus de Pierre Lemaitre, qui s'appelle Un avenir radieux, qui vient de paraître aux éditions de Calment-Lévy. Et Pierre Lemaitre est sans aucun doute le plus grand écrivain populaire français. Et depuis son Goncourt sur Au revoir là-haut, en 2013, il nous fait suivre la famille Pelletier à Beyrouth, en Indochine. Ici, ça se trouve à Prague, parce que le roman se passe pendant la guerre froide. Et c'est extraordinaire, d'une part, parce que c'est historiquement très fouillé, très exact, très travaillé, et deuxièmement, parce qu'il a un vrai talent d'écrivain sur cette famille Pelletier, que moi je connais par cœur, que je les aime, je connais tous les défauts de Geneviève et les qualités de Colette, et donc, vraiment, c'est un roman qui vous emporte dans ce qui était autrefois notre jeunesse, c'est-à-dire la guerre froide. Akram Belkaïd. Nous avons évoqué tout à l'heure brièvement la situation en Centrafrique. Je voudrais vous conseiller la lecture d'un livre dur, mais qui nécessite d'être lu, La fureur et l'extase de mon confrère Laurent Larcher, qui est journaliste à La Croix, qui est un reporter de guerre qui a couvert les violences en République centrafricaine, en RCA. Et c'est un livre qui parle aussi de Camille Lepage, qui est une photojournaliste qui a été assassinée en mai 2014. C'est un livre érudit parce qu'il y a énormément de références à la tragédie grecque, à la philosophie grecque et à la notion de violence, la violence ordinaire, ce dont sont capables les êtres humains. Et c'est vraiment une lecture assez prenante qui informe aussi sur ce conflit dont, comme celui de la RDC, on parle peu. Et pour terminer rapidement sur une note plus, je dirais, positive, je ne peux que conseiller d'aller voir Un parfait inconnu, ce film qui raconte l'apparition de cet extraterrestre nommé Bob Dylan, qui est venu de nulle part, de son Minnesota. Et c'est un épisode, c'est ses débuts, et c'est le fameux épisode où, à un moment où Dylan décide d'abandonner sa guitare sèche pour passer à l'électrique. Ça a à l'époque provoqué une révolution. On n'imagine pas aujourd'hui que ça puisse avoir un tel impact. Et si vous êtes dans la salle, vous verrez qu'autour de vous, il y aura quelques boomers qui reprendront les chansons les plus célèbres de celui qu'on appelle le Zim. Pas seulement les siennes d'ailleurs, mais aussi celles de Pete Seeger et John Baez. Et de John Baez. Pete Seeger étant incarné de manière absolument formidable par Edward Norton, qui est très remarquable. Je joins ma recommandation à celle d'Akram. Je remercie Sophie Jacquin, avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré, qui va en assurer le compendium, Nicolas Tourneau, qui veille au site, tandis qu'Olivier Magloire répond et s'occupe de toutes les questions liées aux plateformes de financement. Je remercie Manon Boisard, qui a enregistré cette conversation pour le studio L'Arrière-Boutique, et Julien Neuville, qui produit cette émission à travers Nouvelles Écoutes. Je vous donne rendez-vous mercredi pour le dernier épisode de nos échanges avec Marie-Vianne de Saint-Pulgent sur Notre-Dame, et dimanche prochain à l'École alsacienne pour un enregistrement en public.